YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui parce que c'est déjà l'heure de faire l'habituel bilan / haul du mois de mai 2024. Mon petit disclaimer, ça se voit parce que j'ai mis ma tenue un petit peu confort, mais en plus je me rends compte que j'ai oublié de mettre tous mes bijoux, je suis à peine maquillée. Écoutez, on va pas se focaliser là-dessus, vous avez l'habitude, j'ai énormément de livres à vous présenter, donc on va pas traîner. Comme d'habitude, j'ai beaucoup lu, mais... j'ai surtout beaucoup acheté. Vous allez voir que certains des livres que j'ai achetés, je les ai lus direct, donc on va dire que ça compense un peu, mais franchement, en faisant mes piles là pour la vidéo, je me suis rendu compte à quel point j'étais dans l'abus total. Vraiment, je pensais pas, parce que tu sais, c'est un livre par-ci, un livre par-là, et en fait à la fin du mois, tu te retrouves avec une pilasse. Et j'assume, parce que de toute façon je peux pas faire autrement, hein, j'assume, mais va falloir que je me calme là, sérieux, va falloir que je me calme. Je sais que je vous le dis chaque mois, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. J'ai pas moins de 50 livres à vous présenter, donc sans plus tarder, nous commençons. Et nous commençons, comme d'habitude, par les livres que j'ai lus ce mois-ci, mais que je n'ai pas forcément acheté ce mois-ci, ou que je n'ai pas reçu ce mois-ci. Il y en a certains, c'est des services de presse que j'ai eu au travail. Enfin bref, commençons par donc ces livres que j'ai lus. D'abord, au travail, comme je vous le disais, j'ai pu récupérer un service de presse de First Down, de Grace Reilly, si je me trompe pas, l'autrice s'appelle comme ça. C'est un roman qui était dans ma wishlist en anglais depuis sa sortie, et là il vient d'être traduit en français, donc je me suis dit let's go, tu vois. C'est une romance sportive, alors certes c'est pas un joueur de hockey, c'est un joueur de football américain, mais je me suis dit pourquoi pas. Après écoutez, ça m'a pas laissé une marque impérissable. C'était mignon, voilà. Mais je sais pas, je me suis pas particulièrement attachée au personnage. Il y avait des moments quand même assez émouvants. Leur relation était mignonne, tu vois, mais sans plus. Et vu que ce mois-ci j'ai lu beaucoup d'autres romances et beaucoup d'autres romances sportives, je vous avoue que celui-ci, il est passé à la trappe, mais genre total. Après, je vous avoue qu'au moment de ma lecture, je me suis dit peut-être que j'aurais mieux fait de le lire en anglais parce que j'avais des petits soucis avec la traduction. Enfin, c'est pas tant que je ressentais que la traduction était pas bonne, parce que je pense qu'elle est très bonne. C'est juste que il y avait des tournures de phrases, je me disais ah oui, en anglais ils doivent dire ça, et du coup c'est mieux. Et j'ai conscience qu'en disant ça, je passe pour une grosse snob, une grosse connasse qui étale son savoir parce que la meuf, elle parle anglais alors que je suis même pas bilingue, enfin bref. En tout cas, ça m'a un peu freinée et il y a... On va dire que c'est une romance sympa, ça fait le taf, mais pour moi, ça n'a rien de transcendant par rapport à d'autres que j'ai pu lire. Pareil, malheureusement, pour La Cour des Saisons Immortelles, que j'avais aussi récupéré au travail. Et en fait... Le pitch de base était hyper cool parce qu'en fait c'est un monde où il y a des vampires, bon voilà, mais il y a aussi des humains. Et l'héroïne, alors j'ai oublié son prénom, alors là je l'ai oublié, mais je l'ai bien oublié comme il faut. Vu que j'ai pas le livre, je peux pas vérifier. On va l'appeler l'héroïne. Elle vit dans un village et elle a une vie de merde, clairement. Hein. Elle est un peu la paria du groupe. Et en fait, régulièrement, je crois que c'est une fois par an, les vampires font le tour des villages. Ils sélectionnent 2-3 ados, en général c'est des ados, et ils les emmènent du coup dans leur château, dans leur cour, dans leur royaume. Et grosso modo, il y a des épreuves qui font que si tu réussis les épreuves, et ben, tu peux être transformé en vampire, ce qui veut dire tu deviens beau, tu deviens riche, tu deviens surtout immortel. Donc il y a un côté trop cool et un côté pas cool du tout parce que déjà c'est hyper dangereux comme épreuve et surtout tu dois quitter toute ta famille, enfin bref. Par un concours de circonstances, notre héroïne est donc projetée dans ce monde et en fait c'est un peu une histoire donc des épreuves pour survivre et c'est un peu elle a l'intention en fait de se venger des vampires qui ont tué sa mère, mais en même temps elle peut pas s'empêcher de commencer à voir des trucs, tu vois, un peu à droite à gauche, à s'attacher à cet univers, à s'attacher aux personnes qu'elle rencontre. Bref, elle remet tout en question et bon après il y a des complots, des trahisons, des secrets qui viennent un petit peu pimenter tout ça. Le pitch était cool, les personnages étaient sympas, mais en fait j'ai trouvé que c'était à la fois trop et pas assez dans le rythme et dans ce qui se passait en fait dans l'intrigue. C'est hyper bizarre dit comme ça et je pense que je vais avoir vraiment du mal à vous détailler plus pourquoi j'ai moins accroché que ce que je pensais. Il se passe en même temps beaucoup de choses, genre il y a beaucoup de rebondissements. En même temps quand tu analyses, il se passe pas tant de choses que ça. C'est un peu rapide parfois au niveau des relations entre les personnages et en même temps le roman est assez gros donc on sent que ça se dilue au fil des pages, je sais pas. Écoutez, il était pas nul, loin de là, c'était une lecture sympa, mais j'ai pas accroché autant que ce que je pensais parce que quand j'ai lu le pitch, je me suis dit mais let's go. Donc voilà, sympa mais sans plus. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis en train de lire Butcher and Blackbird. Celui-ci, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, je vous en parlais puisqu'il était dans ma wishlist, il était on top of the wishlist. Et j'ai fini par craquer puisque j'ai pu récupérer cet exemplaire au travail. Il va falloir que je le ramène. Je suis un peu deg parce que franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, j'aurais bien aimé le garder dans ma bibliothèque. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Vous voyez, il me reste ça pour terminer le livre. Attendez, il me reste ça pour terminer le livre, sachant que ça, c'est un chapitre bonus. Donc bon... Je pense pas que mon avis sur le roman va changer dans ces 50 dernières pages, surtout que vu ce qu'on a vu jusque là, bon écoutez, on n'est plus à ça près, je pense pas qu'on puisse faire plus dark, plus gore et plus dégueu. Et vraiment, par rapport à ce que je vous ai dit dans ma vidéo la dernière fois,
Je vous disais, ça passe ou ça casse. Genre, soit effectivement c'est beaucoup trop sombre pour moi, soit c'est mignon, parce que tout le monde disait que la relation était mignonne. Et effectivement, en fait, je me concentre plus sur le côté trop mignon de leur relation que sur le côté assez trash, parce que il y a des scènes hyper trash. Et les scènes de smut, n'en parlons même pas, elles sont beaucoup trop détaillées et beaucoup trop smut pour moi. Mais bon, j'arrive à faire abstraction. Et je trouve ça trop mignon. Leur relation, elle est hyper belle. Et c'est des personnages assez complexes, enfin assez profonds, qu'on prend le temps en fait d'explorer. C'est pas on se précipite pour justement le smut et pour la relation. J'ai trouvé que c'était hyper bien amené. Et paradoxalement, le côté serial killer, tueur en série, tout ça là, ça apporte, c'est horrible ce que je vais dire, ça apporte une touche d'originalité en fait à l'intrigue qui les relie, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre du fake dating ou c'est pas enemies to lovers, machin, ils se rencontrent, ils se détestent, blablabla. Non, là il y a tout un jeu autour de cette histoire de tueur en série. C'est pas les genres de mots que j'aurais imaginé prononcer un jour, mais franchement, je kiffe, je kiffe. Du coup, je vous fais quand même le pitch assez rapidos. En gros, c'est l'histoire de Sloane qui est tueur en série et elle tue les tueurs en série. Elle repère les pires rebuts de l'humanité, vous voyez, genre les cannibales, les pervers, les pédophiles, les gens hyper violents qui ont des penchants pour la tronçonneuse, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et elle les zigouille. En gros, elle se voit un peu comme une justicière, il n'empêche qu'elle est elle aussi une meurtrière, je vous l'accorde. Et un jour, elle va rencontrer Rohan, qui lui aussi est un tueur en série de tueurs en série. Décidément, le monde fait bien les choses pour eux. Hein. Et ils vont tout de suite être attirés l'un par l'autre, mais ils ont bien évidemment chacun leur part d'ombre et leurs secrets, etc., etc. Et le seul moyen qu'ils vont trouver pour rester en contact, c'est d'inaugurer une sorte de jeu entre eux, c'est-à-dire qu'une fois par an, ils se retrouvent et ils se fixent une cible, et c'est le premier qui arrive à atteindre leur cible qui gagne leur petit pari. Donc en fait la temporalité est assez particulière parce qu'on les voit au moment de leur rencontre et après on les voit une ou deux fois par an seulement et c'est que à ce moment-là qu'ils se rencontrent. Donc leur relation évolue extrêmement lentement et puis bien sûr après tout se complexifie parce que leur attraction est beaucoup trop forte pour résister à leur petit jeu, enfin bref. Du coup je kiffe mais vraiment j'insiste, c'est hyper dark. Il y a des scènes, elles sont horribles parce que du coup ça parle comme je vous disais de cannibalisme, ça parle, enfin c'est décrit quand il découpe, je suis désolée attention c'est choquant mais c'est décrit quand il découpe les cadavres, en plus elle a un truc avec les yeux, enfin et puis c'est très très trash dans le langage et dans la manière d'amener les choses, donc attention au trigger warning, il y a toute une liste au début que je ne vais pas vous lire parce que franchement rien que les triggers me trigger, mais vous voyez malgré ça, enfin je l'ai commencé en ayant lu les triggers, en me disant non mais ça va jamais passer, j'étais prête à m'arrêter au genre premier ou deuxième chapitre, et en fait c'est tellement décalé, c'est tellement drôle parfois que ça contrebalance totalement l'univers dark, et je me concentre plus sur la mignonitude de la romance et sur l'humour et sur l'originalité de cette intrigue que sur le reste. C'est très très fort je trouve, donc voilà, c'est clairement pas à mettre dans toutes les mains, parce que même si c'est fait de manière un peu légère et wouhouhou, il y a des trucs hyper dark, mais voilà, encore une fois, je ne me comprends pas, c'est pas grave, enchaînons. Toujours en romance ce mois-ci, j'ai lu les 2 tomes de Black Blossom, du coup, qui m'avaient été envoyés par les éditions Addictive. C'est l'histoire de... Oh, j'ai oublié leur prénom alors que je les avais kiffés eux aussi. Harper et Riley qui sont colocataires à... Enfin c'est pas vraiment une fac, c'est un pensionnat un petit peu huppé. Et en fait au début ils peuvent pas se saquer jusqu'au moment où ils vont finir par se rapprocher parce qu'ils vont faire partie du même groupe de musique qui a vraiment envie de percer, donc les Black Blossom. Et ça va les forcer à se rapprocher un petit peu et à s'avouer que peut-être leur animosité cache un fond d'attirance. Je vais rester sur ce résumé qui est extrêmement large, extrêmement vague. Mais comme vous pouvez le constater, il y a 2 tomes, donc c'est plus complexe que ça. Et je vous jure, à la fin du premier tome, j'étais en mode... Pardon, comment ça on s'arrête comme ça, on s'arrête ici, c'est non, c'est non. Heureusement que j'avais le tome 2 pour enchaîner direct. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai lu vraiment les 2 à la suite. Ça se lit hyper bien, ça se lit hyper vite. C'est trop attachant. Et j'ai trop aimé donc l'ambiance musique, j'ai trop aimé les personnages, voir leur évolution, leur relation elle est sublime. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est les personnages secondaires qui les entourent parce qu'il y a vraiment cette ambiance fin de family que vous le savez, j'adore et qui est extrêmement bien faite ici. Donc une petite romance MM qui fait totalement le taf, que j'ai kiffé et qui m'a donné envie du coup de découvrir plus de romans de ces autrices. Et c'est ce que je vais faire, surveiller mon prochain haul parce que c'est sûr et certain que je vais craquer pour leurs nouveautés. Je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo de la semaine dernière. Il y a Esprit d'équipe et Pole Position. Let's go, je vais foncer dessus vu que j'ai adoré cela. Petit intermède dans mes lectures de romance, j'ai lu le 3e tome de Palace. Attendez, c'est le 3e tome que je vous ai pris là ? Ouais, c'est bon. C'est le 3e tome du coup de la trilogie, donc le dernier. Et je vous avais déjà parlé de cette saga à de nombreuses reprises quand j'ai lu le 1, quand j'ai lu le 2, enfin bref, vous connaissez le bail. Et pour moi, je le dis parce que ça y est, j'ai fini la trilogie, je pèse mes mots, je mâche mes mots, j'avoue, j'assume, je signe, tout ce que vous voulez. C'est la meilleure réécriture de la mythologie grecque que j'ai jamais lue de ma life. Alors attention, c'est dans un style différent de Percy Jackson, c'est pour ça que je me permets ce genre d'affirmation. Mais là en fait, c'est juste incroyable. Incroyable comme du début à la fin, tu es happé, comme c'est bien écrit, comme c'est original. En même temps, il y a des moments, c'est des punchlines de malade, genre vraiment, je rigolais tellement c'était incroyablement bien écrit. J'ai bugué, incroyablement bien écrit, vous avez compris. L'autrice a fait des recherches de foufou, c'est-à-dire que tout ce qu'elle met... Alors, on va dire 99% de ce qu'elle met là-dedans,
elle le tire de textes antiques. Elle a quasiment rien inventé, elle a juste réinterprété et un petit peu réarrangé à sa sauce, mais franchement c'est incroyable comme c'est magistral. Voilà, c'est le mot, magistral. Pour rappel, Pallas, du coup, la trilogie se concentre sur la guerre de Troie, mais on commence avant la guerre de Troie. On arrive enfin à la guerre de Troie dans ce tome-là, et on arrive un petit peu à l'aboutissement de tout un plan qui a mené Athéna pour récupérer Pallas, qui est donc son ami, qui a été transformé en statue par Zeus et jeté à Troie. Et Athéna n'a pas en fait accès à Troie, et c'est pour ça que au long des 3 tomes, elle manipule, elle manigance, elle fait tout ce qu'il faut pour que les étoiles s'alignent et qu'un jour, elle puisse récupérer sa BFF quand même. Enfin, BFF. Voilà. Bref, franchement, incroyable. Un chef-d'œuvre incroyable. Je n'en dirai pas plus, je ne peux que vous conseiller de lire cette saga. C'est assez dense, hein. C'est un style d'écriture assez soutenu, il y a beaucoup d'informations, il y a énormément de personnages bien évidemment. Mais je trouve que c'est quand même, c'est peut-être un peu compliqué au début pour rentrer dedans, mais je trouve que l'autrice a fait un travail de dingue encore une fois parce que tu sens que c'est complexe, mais c'est pas trop compliqué, vous voyez. C'est parfaitement équilibré, voilà, vous avez compris, je suis méga fan quoi. Et puis ben après je suis retournée avec mes romances, donc ceux-là je vous les avais montrés aussi la dernière fois, le mois dernier je pense. C'est des livres que j'avais achetés le mois dernier, j'ai kiffé. C'est des livres en anglais, donc je vais passer un peu vite parce que je sais que c'est pas forcément votre tasse de thé. Je vous avais parlé le mois dernier que j'avais commencé la saga Chestnut Spring, et du coup je crois que je vous avais parlé de Heartless que j'étais en train de finir. Depuis du coup j'ai fini Heartless bien évidemment, j'ai lu Powerless qui est le 3e tome, et j'ai lu Reckless qui est le 4e. Et ben écoutez, c'est des pépites, et ce que je trouve absolument incroyable, c'est que cette autrice a le don de prendre une trope que je n'aime pas forcément. Par exemple, là, c'est un père célibataire et ils ont une différence d'âge entre lui et sa babysitter. Je déteste ça, normalement je déteste ça. Et ben écoutez, c'est un de mes tomes préférés. C'est très très fort quand même. Et celui-ci, c'est une grossesse accidentelle après un coup d'un soir, et d'habitude je déteste ça aussi. Et bah là, écoutez, c'est mon 2e tome préféré. Je crois même qu'ils sont à égalité. Enfin, je veux dire, c'est quand même très très fort. Et celui-ci, c'est sur un joueur de hockey, donc vous vous doutez bien que je l'ai kiffé aussi. Je serais incapable de vous dire quel est mon personnage préféré, même si en fait j'ai quand même une petite... Non, je peux pas choisir entre ces 3-là. Sachant que le premier s'appelle Flawless, et au moment où sort cette vidéo, il sera tout juste disponible en français, donc franchement, foncez. Gardez en mémoire que Flawless n'est pas le meilleur tome de la saga, loin de là. Donc si vous êtes un peu freiné par le premier tome, accrochez-vous, je vous promets que ça vaut le coup. Et juste rapidement, du coup, de quoi parle cette série? Eh bien, d'un petit ranch au fin fond du Canada, et d'une famille où il y a 3 frères. Donc on suit chacun des 3 frères dans leur petite histoire d'amour, et on suit aussi leur meilleur ami, donc le joueur de hockey, et Théo, qui est le protagoniste de Reckless, c'est un ami en fait, un autre ami de la famille, on va dire. Je suis méga fan, je vous promets, c'est mon obsession. Voilà, on avait les joueurs de hockey, bah maintenant on a les mecs un peu genre cow-boy, tu vois, farmer boy, enfin bref, je suis à fond. Ça donne trop envie de tout plaquer et d'aller t'acheter un ranch au fin fond du Canada, mais seulement si tu peux retrouver un des mecs qui est présent dans ce livre, parce que sinon bon, ça va quand même, hein, je vais pas vivre avec les cochons pour rien. Donc voilà, je vais vous en reparler parce que je vais acheter le 5e et dernier tome, et surtout parce que je vais dévorer tous les autres livres que cette autrice a écrits. Je suis fan d'elle, voilà, c'est dit. Et puis parce que j'avais l'impression de faire un peu une infidélité à mes joueurs de hockey avec tous ces cow-boys, je me suis dit que j'allais repartir sur une petite romance hockey, et j'ai donc lu le tome 2 et le tome 3 de la série, je me souviens plus comment elle s'appelle. Je crois pas qu'elle ait de nom d'ailleurs, j'ai déjà eu ce petit bug la dernière fois. Mais le premier tome s'appelait Consider Me, et je l'ai lu en début d'année. Et du coup, bah là c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'en fait on suit une équipe de hockey, et chaque tome se concentre sur un des membres de l'équipe. Donc dans le premier, on avait le capitaine qui trouvait sa petite amie. Dans le 2 qui s'appelle Play With Me, c'est son meilleur ami qui va évidemment tomber amoureux de sa petite sœur au capitaine, donc il y a le côté un peu interdit. Et le 3e, c'est sur le goal de l'équipe qui a eu des gros soucis niveau sentimental, qui a du mal à faire confiance et qui va rencontrer une jeune dame qui va quand même pas mal changer sa vie. Je reste volontairement vague parce que ça sert à rien que je vous raconte l'histoire si vous n'avez pas lu le 1. Et en plus, la saga, pour le coup, n'est pas traduite en français, donc je pense pas que beaucoup d'entre vous va pouvoir y avoir accès. Mais écoutez, c'est très mignon. Le premier était un peu lent, les autres sont un peu dans le même style, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de blabla, beaucoup de scènes qui, à mon sens, auraient pu être peut-être un peu raccourcies. Le smut est évidemment omniprésent et beaucoup trop gênant, parce qu'en plus, une fois qu'ils sont lancés, ils s'arrêtent plus. Mais les personnages, je les ai surkiffés. Là aussi, on a vraiment la fin de famille, mais par excellence. Leur groupe d'amis, je les aime tellement. J'étais trop triste de les quitter, mais en fait, je les quitte pas vraiment parce qu'il y a un 4e tome qui arrive, et j'ai trop hâte de le découvrir. Je crois qu'il sort en septembre, donc il va falloir que j'attende un peu. Mais bref, pépitas, j'ai kiffé.
Comme quoi, de temps en temps, retourner aux joueurs de hockey, ça ne fait pas de mal. Passons maintenant au livre que j'ai reçu ce mois-ci, donc les services de presse que j'ai reçus ce mois-ci et que j'ai du coup lu dans la foulée. Alors tout d'abord, je crois que je vous en ai parlé le mois dernier, mais j'ai reçu et du coup lu le petit manga, enfin pour eux c'est une BD comics, mais pour moi c'est quand même un format manga, donc on va dire manga même si ça se lit pas à l'envers. Oui, du coup c'est pas un manga en fait, Marie. Bon bref, j'ai lu le roman graphique, la version graphique de Totally Spies. Écoutez, j'ai pas grand chose à vous en dire, hein, vous vous doutez bien, c'est vraiment comme regarder un épisode de Totally Spies, mais en version tu la lis. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire, ça fait trop du bien, c'est retomber en enfance. J'ai kiffé. Petit retour à la romance, les éditions Hugo m'ont envoyé Darling Venom de Parker S. Huntington qui est sorti du coup ce mois-ci, que j'ai lu dans la foulée, c'est une bricasse. Franchement c'est une bricasse. Et écoutez, c'était particulier. Là encore, j'ai beaucoup aimé. Je reste sur une bonne lecture, mais c'était quand même très spécial, puisqu'en fait c'est l'histoire de Charlotte qui a une vie horrible, enfin franchement elle a une vie de merde, et en fait un soir elle décide que ça suffit, du coup elle monte sur le toit de son lycée, prête à sauter, et en fait là-bas elle va retrouver un autre élève qui s'appelle Kellan, et qui lui aussi en fait a une vie de merde, et qui est décidé à sauter aussi. Ils vont papoter, c'est normal, je veux dire c'est la réaction normale quand tu croises quelqu'un qui a envie de sauter comme toi, vous papotez, ils vont se rendre compte que bon peut-être on va pas sauter et tout, en fait ils vont faire un pacte, ils ne sautent pas, mais du coup chaque année, le même jour, donc le jour de la Saint-Valentin, ils se retrouvent sur ce toit, et ils font un peu le point et ils s'aident à tenir en gros. Le reste de l'année, même s'ils sont dans le même lycée, ils s'ignorent. Le pacte est passé, les années passent et en fait un jour, il se passe quelque chose qui fait que... Voilà. Tout est bouleversé et à partir de là on suit Charlotte qui va avoir beaucoup de mal à avancer bien évidemment mais qui surtout va rencontrer le frère de Kellan qui s'appelle Tate et c'est un peu leur histoire extrêmement contrariée, extrêmement compliquée, extrêmement gênante parfois, hein, voilà, je l'ai dit, je pense pas que c'était le but de l'autrice mais c'était très gênant. C'est à la fois extrêmement beau dans la construction des personnages, dans les messages qui sont passés, c'est extrêmement dur bien évidemment parce que ça parle du coup de suicide, de deuil, de reconstruction, de troubles mentaux, de tentatives de suicide, j'ai déjà dit suicide non ? Enfin bref vous avez compris, je pense que ça vaut le coup d'insister dessus, je suis désolée mais c'est très très dur et en même temps très très beau, mais par contre j'ai eu un peu plus de mal avec la relation amoureuse. C'est pas qu'elle est pas belle, c'est juste que, bon déjà il y a une différence d'âge entre les deux et il y a des scènes beaucoup trop gênantes. Je sais pas, il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangée, mais dans l'ensemble j'ai dévoré le roman parce que comme je vous disais c'est une pavasse, hein. Le truc il fait presque 700 pages et pourtant je l'ai lu genre en 24 heures tellement j'étais à fond. Il y a ce côté extrêmement addictif, il y a la plume qui est très belle, il y a des très beaux messages. J'ai beaucoup aimé. Toujours en romance, toujours de la part des éditions Hugo, j'ai reçu Veux-tu être mon plus saint de Tamara Baliana. Oh là là, j'ai failli bugger. De Tamara Baliana et Stupid Karma de Tessa Wolff. Alors là, on a les deux extrêmes, c'est-à-dire que celui-ci, j'ai pas du tout aimé. Stupid Karma, j'ai vraiment eu du mal à accrocher. A l'inverse, Veux-tu être mon plus saint, c'était hyper chou, hyper cute, petite romance estivale qui va bien. On va commencer par celui que j'ai moins aimé, hein, on va arracher le pansement. J'ai eu du mal. J'ai vraiment eu du mal parce que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ok ça va être un petit peu what the fuck, ça va être un peu décalé, mais ça va être mignon. Parce qu'en fait c'est l'histoire de... comment elle s'appelle ? Bah ouais, y a pas son prénom... Pénélope, je crois qu'elle s'appelle Pénélope, qui était raide dingue d'un mec qui s'appelait Devin, et en fait il l'a plaqué comme une merde, voilà. Et elle essaie de s'en remettre depuis des années. Et là en fait elle se fait poser un nouveau lapin, et comme par hasard sur qui elle tombe quand elle se fait poser un lapin, qu'elle est au plus bas, et bien sur Devin, qui est toujours aussi sexy, etc. Elle se rend compte qu'en fait il est propriétaire de l'hôtel dans lequel elle travaille, et en fait ils vont être forcés de se croiser, forcés de se fréquenter à plusieurs reprises. Ça va faire remonter plein de choses entre eux. Et en fait elle a une poisse incommensurable, genre il lui arrive toujours des merdes. Et ça en vrai ça peut être drôle, ça peut être un peu l'aspect comique qui ressort, sauf que j'ai trouvé que c'était juste too much. Il lui arrive des trucs juste what the fuck, et elle, ses réactions elles collaient absolument pas, enfin genre... je sais pas, elle était détachée de tout, en fait j'ai pas aimé l'héroïne, je vais le dire clairement. Je me suis pas du tout attachée à elle, j'ai pas compris ses réactions, j'ai pas aimé ses réactions. La romance, écoutez, je pense qu'elle plaira à certains, mais moi j'ai pas vraiment vu son intérêt. Je l'ai limite trouvé un peu toxique, parce que déjà quand ils étaient ensemble, quand ils étaient ados, c'était pas hyper équilibré comme relation. Et des années après, ils sont toujours en train d'y penser. Enfin je sais pas, il y a des trucs qui m'ont dérangée. J'ai trouvé que c'était voilà, trop what the fuck, trop rapide. Voilà, bon ça arrive, hein, on peut pas tout aimer. Et je trouve aussi que, parce que c'est plus sombre qu'il n'y paraît, vu le passé des protagonistes, la couverture quand même induit un peu en erreur, parce que moi je me suis dit voilà, ça va être un truc un peu léger, un peu estival, un peu what the fuck, mais sympa. En fait c'est beaucoup plus dark qu'il n'y paraît,
et c'est beaucoup trop what the fuck. Donc bon, voilà, ça l'a pas fait pour moi, c'est comme ça. À l'inverse, Veux-tu être mon plus un, je l'ai beaucoup aimé, j'avais beaucoup d'attentes pour ce titre puisque c'est un petit fake dating. C'est l'histoire de Colleen qui voit son petit ami lui faire sa demande en mariage alors qu'elle lui a répété moult et moult fois qu'elle ne voulait pas se marier. Du coup, bon bah voilà, elle rompt avec lui parce que bon, ça se passe pas très bien en fait. Et elle est forcée du coup de changer d'appartement grâce à l'ami d'un ami d'un ami. Elle se retrouve en colocation avec Axel. Et ils ont tous les deux en fait besoin de quelqu'un qui les accompagne, genre à des baby showers, à des mariages, à des pendaisons de crémaillère, à des trucs comme ça quoi. Du coup ils vont accepter mutuellement d'être le plus un de l'autre pendant tout l'été. Et on les suit d'événement en événement, on suit leur petite coloc, on suit les rebondissements dans leur relation. C'est extrêmement chou, il n'y a pas énormément de smut, ça fait vraiment du bien. Une romance sans smut, excusez-moi, mais parfois ça fait du bien. C'était mignon tout plein, c'était très addictif, c'était bien écrit, là pour le coup les personnages sont attachants. Non vraiment, celui-ci j'ai kiffé, je vous le recommande pour l'été. Enfin pas que pour l'été, mais il se trouve que ça tombe bien pour l'été. Autre livre qui passe très bien pour l'été, j'ai reçu de la part des éditions Comet Recettes cubaines pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Namey, que j'ai du coup lu et beaucoup aimé. Regardez comme il est joli, il est chouchou. Franchement, les éditions Comet, ils font des trucs quand même très jolis. Voilà. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Lila qui vient de se faire briser le cœur et qui surtout vient de perdre sa grand-mère dont elle était extrêmement proche et elle habite à Miami et sa famille lui dit écoute, t'as besoin d'un break, tu vas partir en Angleterre chez sa tante qui habite là-bas. Le temps de l'été. Elle est hyper vénère parce qu'en fait sa famille a une boulangerie et c'est un peu son bébé, tu vois, elle, la cuisine c'est sa passion et elle voulait tenir la boulangerie, elle veut montrer qu'elle est capable de le faire, sa famille lui dit pars, va-t'en. Donc elle arrive en Angleterre décidée à bouder tout l'été, d'autant plus que entre, vous doutez, Miami l'été et l'Angleterre l'été, c'est pas le même, tu vois, c'est pas le même bail niveau vestimentaire et températuriellement parlant. Ça voulait rien dire températuriellement parlant, j'arrive même pas à le redire tellement ça n'existe pas. Bref, et puis bien évidemment, au fil des rencontres, au fil des événements qui se déroulent cet été, eh bien elle va apprendre déjà à faire son deuil et à se reconstruire et à revoir un petit peu ses rêves et ses espoirs, on va dire. C'était très mignon. La relation hyper chou, hyper saine, sans prise de tête. Les messages trop mignons aussi. Et puis, ouais non, franchement, j'ai bien aimé l'ambiance. Après, le style d'écriture était assez simple. Parfois, je trouvais que c'était même un petit peu trop bateau. Mais franchement, top. Quelle conclusion. Lui aussi, il est parfait pour l'été. Les éditions de Didier Jeunesse m'ont envoyé Le Bleu des souvenirs d'été de Lilibelle de Cholet. Je vous en avais parlé parce que je suis trop fan de cette autrice et celui-ci ne fait pas exception. C'est l'histoire de Lucille et Salomé qui sont cousines et qui partent du coup en vacances dans la maison d'été familiale sur une île, je ne sais plus où, mais sur une île. Sauf que là, c'est sûrement les dernières vacances qu'elles vont passer ici puisque la famille est décidée à vendre la maison puisque la grand-mère ne peut plus rester seule dans la maison. Et du coup, au fil de l'été, il y a plein de choses qui vont ressurgir, il y a tous les non-dits, il y a tous les secrets, il y a le mal-être propre à chacune des cousines qui va ressortir, qui va un peu compliquer leur relation et qui va un petit peu finir par exploser en fait, clairement. C'est un très beau livre qui est extrêmement touchant. Il y a des trigger warnings assez forts. Attendez, je crois qu'ils sont marqués au début, faut pas que je dise de bêtises. Ça parle de dépression, de troubles du comportement alimentaire et aussi de deuil, je trouve. Donc attention à lire avec précaution, mais il est magnifique. Il est très bien écrit. Lilibelle de Cholet, elle a un style d'écriture qui est sublime, qui m'a vraiment happée et transportée durant tout le roman. On passe ensuite aux petites fantaisies que j'ai reçues. Donc les éditions Rajo m'ont envoyé Sing Me to Sleep de Gaby Burton, que j'ai lu dans la foulée. Il est aussi plutôt joli, même si de vous à moi, je ne comprends pas ce délire de faire des... comme ça, sans jaquette, sans jaspage. Enfin, à ce compte-là, faites un brochet normal, non? Je comprends pas le... Je comprends pas. Bon, après, il est très joli, hein, c'est pas le problème, mais j'ai pas tout compris. Et Sing Me to Sleep, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Sorcha. Sorcha, voilà. C'est le prénom un peu bizarre, vous savez, qui s'écrit Saorse. Bref, elle c'est une sirène qui vit dans un monde où les sirènes sont totalement interdites. C'est un pays où il y a des faées et des gens avec des pouvoirs, mais les sirènes c'est interdit parce qu'elles ont fait des trucs trop horribles. Et ce qui met un peu les gens mal à l'aise, c'est que les sirènes éprouvent le besoin de tuer. Et en fait elles chantent pour attirer leurs victimes et elles se sentent mieux une fois qu'elles ont tué quoi. Vous vous doutez que du coup c'est pas forcément les voisins qu'on a envie d'avoir. Et Sorcha est du coup bien évidemment obligée de tuer et en fait elle va rentrer au palais pour travailler comme garde du prince héritier. Elle va se rendre compte qu'il y a des complots de tous les côtés. On va elle-même la faire chanter parce qu'elle cherche à protéger sa famille, mais on va la forcer en fait à commettre des meurtres qu'elle a pas envie de commettre et elle va se rendre compte que voilà, tout ça est lié au gros complot
contre le pouvoir en place. Et à ce moment-là, Bichette, elle va devoir choisir son camp, j'ai envie de dire. En plus, elle va découvrir plein de choses sur les sirènes, sur l'origine de son peuple et sur ce qu'il est encore aujourd'hui. Ça va totalement la bouleverser, la pauvre. Et écoutez, c'était sympa. C'était une bonne lecture. Après, je me suis pas retournée dans mon sommeil en me disant j'ai trop envie de continuer. Ou je me suis pas roulée par terre en disant c'est incroyable. C'est une fantasy young adulte qui fait le taf. Il y a une petite relation limite enemies to lover avec proximité forcée. Qui est très sympa, vraiment bien amené, les personnages sont intéressants. Ça fait le taf, c'est bien écrit, c'est original. Je pense que l'univers va gagner en profondeur dans la suite, parce que je pense qu'il y a une suite de prévue, vu la fin, on peut pas nous laisser comme ça. Et je serais curieuse d'explorer un peu plus en détail du coup les personnages et leurs relations bien évidemment, mais aussi l'univers dans lequel on évolue. Est-ce qu'il y a une carte? I don't remember. Ouais, bon la carte est... voilà... basico-basique, hein. Mais grosso modo, là, nous, pour le moment, on reste dans ce secteur-là et je me dis qu'il y a moyen d'explorer un petit peu autour. Donc, curieuse de lire la suite et en tout cas, c'était très sympa. Les éditions Didi Jeunesse m'ont aussi envoyé La Tisseuse de vent de Nina Lan, qui est un petit roman de fantasy. C'est un one-shot, ça fait plaisir, un one-shot. C'est une autrice française aussi, ça fait plaisir des autrices françaises. Et c'est l'histoire de Eloé qui vit dans un monde où en fait, les vents qui soufflent sur le pays, et qui soufflent très fort, sont porteurs de pouvoirs. Et certaines personnes sont capables du coup de canaliser ces pouvoirs et ont elles-mêmes des dons. Et le pouvoir des vents en fait alimente, enfin c'est l'équivalent de notre électricité à nous, on va dire. Donc elle est ce qu'on appelle une talentueuse, c'est-à-dire qu'elle a des dons et elle est appelée au palais pour faire partie d'une sorte de sélection, de cérémonie où on essaye de prouver qu'on a des dons qui sont cool et comme ça on peut rester auprès de la famille royale au palais. C'est considéré comme un honneur pour tout le monde, sauf que Eloé, elle a très envie de retourner dans son village natal parce qu'il y a son meilleur ami qui est gravement malade et elle veut tout faire pour le sauver. C'est pour ça que quand elle rencontre un soigneur au palais, elle va passer un pacte avec lui et à partir de là tout part en couille, hein, clairement. C'est-à-dire que la fille elle est quand même un petit peu impulsive, elle y va, elle fonce tête baissée et elle se retrouve dans les ennuis jusqu'au cou. Là aussi, on finit par révéler un complot contre le royaume tout entier. Celui-ci, je l'ai trouvé hyper original, bien écrit. J'ai beaucoup aimé les personnages, ils sont hyper attachants. Les relations aussi qui se tissent entre eux sont très très belles. Donc, très sympa. Les éditions Nathan m'ont envoyé La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald, qui est trop beau, en fait. Voilà, déjà il ressemble à ça. Et le jaspage, j'adore. L'intérieur... c'est vraiment joli. Et là, je sais pas si vous allez voir, parce que du coup, avec les lumières, ça risque de pas trop rendre. Mais écoutez, c'est plutôt quali comme ouvrage. Pas mal, pas mal. Et celui-ci, je crois que je vous en avais déjà parlé, parce que je l'ai lu le mois dernier, si je me trompe pas. J'avais reçu une épreuve non corrigée. J'ai kiffé aussi, pareil, très bonne réécriture de la mythologie grecque, puisque en fait l'autrice imagine que, contrairement à ce que tout le monde imagine, Perséphone n'a pas été enlevée par Hadès, elle s'est volontairement exilée aux enfers, elle est volontairement allée taper à sa porte pour lui dire est-ce que tu peux me protéger parce que Zeus et ma mère essayent de me marier avec un pégu de l'Olympe là. Et moi j'ai pas envie en fait, donc je te propose qu'on fasse semblant de ce qu'il fait, comme ça toi tu m'offres ta protection, et moi il n'y a pas grand chose à lui offrir en fait Bichette, mais Hadès il accepte. Du coup c'est un peu comment ils essayent de duper tout le monde, comment ils essayent de s'en sortir dans cette petite mascarade, et c'est l'impact de Perséphone sur les enfers et ce qu'elle va apprendre sur elle et sur son propre pouvoir. Parce que Perséphone, pour rappel, c'est la déesse des fleurs, est-ce que c'est pas un petit peu plus compliqué que ça ? Je pense que si, on finit tous par le penser au fil du livre. C'est une romantaisie qui est très bien faite parce que la relation entre les personnages se développe assez lentement, mais comme en parallèle de tout ça, il y a aussi toute cette histoire d'appropriation des enfers et de complots qui se montent à la surface pour la retrouver, etc. C'était hyper bien fait, là j'ai adoré les personnages, comme je disais, la relation, j'ai kiffé. C'était top. Il me semble qu'il y a un deuxième tome. Je crois qu'on a déjà eu cette conversation. J'ai l'impression de radoter, je suis désolée. Je crois qu'il y a un deuxième tome, mais qui n'est pas forcément une vraie suite. C'est plutôt un tome compagnon, si je me trouve pas. Peut-être que je me trompe, donc dans le doute, je vais arrêter de parler. Enfin, je vais arrêter de parler de celui-ci, parce que j'en ai encore d'autres à vous présenter. Et d'ailleurs, autre service de presse reçu, cette fois-ci de la part des éditions Casterman, j'ai reçu L'Archipel des Dieux de Amy Kaufman, que j'ai lu dans la foulée et que j'ai kiffé. Vraiment kiffé. Comme vous pouvez le constater et comme vous allez encore le constater, j'étais dans une phase très romance ce mois-ci, donc j'en ai lu énormément et je pense que ça a un peu joué sur les ressentis parfois un peu mitigés que j'ai pu avoir sur certaines fantaisies que j'ai lues. Et celui-ci, j'avais un peu peur que ça me le gâche parce que c'est vraiment une fantaisie, il y a un fond de romance mais quand même. Et en fait non, parce que malgré mon obsession pour la romance ce mois-ci, cette fantaisie a su trouver grâce à mes yeux. C'est un exploit je pense. L'Archipel des Dieux, de quoi ça parle ? Eh bien ça parle de Célie qui... va se retrouver embarquée en fait contre son gré sur un navire où il y a le prince héritier, parce que le prince héritier doit aller exécuter, pas du tout, effectuer un sacrifice
pour rétablir la paix et surtout pour renforcer le pouvoir de son royaume. Sauf que il y a un autre royaume qui fait tout pour les en empêcher et ils vont se retrouver en fait dans des aventures totalement délirantes. Enfin délirantes, non. Très dangereuse surtout, c'est pas vraiment délirant, c'est plus extrêmement dangereux. C'est un roman choral, on suit plusieurs personnages et ce que j'ai trouvé vraiment trop chouette, c'est que bon, on suit les héros bien évidemment, leur rapprochement incroyable parce que c'est les héros, on va dire qu'il y a 3 personnages qui au début ne se connaissaient pas, qui vont se retrouver embarqués les uns avec les autres, pas forcément de leur plein gré, hein, comme je le disais, et qui au début ne s'entendent pas forcément, mais qui vont finir par se rapprocher et se lier, et du coup leur groupe il est trop trop beau. Et on suit aussi 2 autres personnages qui sont beaucoup plus gris au niveau moralité, tu vois, morally grey. Il y a une méchante, mais est-ce qu'elle est vraiment méchante? Et il y a un qui se fait passer pour le méchant, mais c'est pareil, il est plus complexe qu'il n'y paraît. J'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est quelque chose que l'autrice avait déjà bien réussi à faire, je trouve, dans ses autres romans que j'avais lus, donc Illuminae et Aurora Squad. Ce côté vraiment roman choral permet d'explorer plusieurs facettes de l'histoire et c'est extrêmement bien fait, du coup le roman est très très addictif. Là aussi sur la fin j'ai trouvé qu'on était un peu sur un schéma répétitif dans le sens oh non, un obstacle, allons-nous réussir à le franchir? Ah oui, nous avons réussi, poursuivons notre voyage. Oh non, un obstacle, allons-nous réussir à le franchir? Oh oui, nous avons réussi, poursuivons notre chemin. Vous avez compris? C'était un peu ça sur la dernière partie, genre sur ça du roman. Mais malgré tout, j'ai kiffé et l'univers là aussi était très très original avec une histoire de dieu endormi et de dieu qui exige un sacrifice pour pouvoir donner sa force en fait à son royaume. Vraiment, j'ai kiffé et du coup j'ai trop hâte d'avoir la suite. Est-ce qu'on a une date de sortie? Ah bah oui, 2025. Après 2025 c'est large quand même comme fourchette. C'est un gros râteau là même, non? Peu importe, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Et enfin, de la part de PKJ, j'ai reçu 3 services de presse de livres que j'avais déjà lus. Le premier, bon, je ne vais pas m'appesantir dessus, vous avez compris. Il s'agit de Agency for Scandal de Laura Wood, que j'ai adoré, surkiffé, méga gros coup de cœur. Je ne vous en parle pas en détail parce que j'ai fait une vidéo spécialement dessus. Je vous mettrai le lien par là-haut et dans la barre de description. Juste sachez que c'est une pépite et que vous devez le lire. Pareil pour À un cheveu, donc ça c'est la version poche du roman de Maëlle Dessart qui est sorti donc aux éditions PKJ, mais à la base le roman est sorti en grand format aux éditions Slalom. Et lui aussi je l'avais tellement aimé que je vous avais fait une vidéo dessus. Pareil, le lien est par là-haut et dans la barre de description. C'est l'histoire de Emma qui souffre d'alopécie et qui du coup déménage avec sa famille et qui décide de repartir à zéro en portant une perruque. Donc en cachant à tout le monde qu'elle est chauve. Sauf que au fur et à mesure qu'elle se fait des amis, qu'elle apprend à les connaître, qu'elle se rapproche d'eux, etc., elle se rend compte que c'est pas si facile de mentir et de cacher cette partie d'elle. C'est un roman qui est extrêmement original mais qui est surtout très très beau, à la fois hilarant parce que c'est Maëlle Dessart et en même temps tellement touchant, je peux que vous le recommander. Et puis bien évidemment le dernier service de presse reçu par les éditions PKJ, c'est Inheritance Game en collector. Théma cette beauté, c'est vraiment trop beau, je suis hyper fan et vous n'êtes pas sans savoir que moi j'ai surkiffé la saga. Donc ça c'est le premier tome en collector. Rappelez-vous, c'est l'histoire de Avery qui a une vie classique, elle est pauvre mais elle a une vie classique, jusqu'au jour où on la contacte et on lui dit « Hey coucou, devine quoi, t'es sur le testament d'un multimillionnaire, il va te léguer toute sa fortune, il faut juste que tu passes 1 an dans le manoir familial avec toutes les personnes qui ont été déshéritées pour que tu puisses devenir riche. » La bonne ambiance donc, et en fait elle va se rendre compte que la personne, donc le milliardaire là qui est mort, qui s'appelle Tobias Eaton, a laissé des indices pour comprendre pourquoi quel est le lien avec sa famille, etc. etc. Évidemment il y a aussi le petit rapprochement avec les héritiers du dit Tobias parce qu'ils sont tous les 3, ils sont 4 d'ailleurs, mais bon, il y en a un, bref. Ils sont tous les 4 hyper sexy, hyper sympas, enfin bon voilà, vous avez compris, c'est un peu cliché, mais c'est extrêmement addictif et franchement très original. Vraiment enquête, secret, mystère, révélation, top. Bon, je vous le présente, je pense qu'il n'est plus à présenter vu le buzz qu'il a fait, mais quand même, sachez que l'édition collector est absolument sublime. Ça, c'était les services de presse que j'ai du coup reçus et lus dans la foulée, et ça, c'est les services de presse que j'ai reçus ce mois-ci, mais que je n'ai pas encore lus. Le premier, c'est aussi une version collector qui est sublime, c'est La première née de Amy Hermon qui m'a été envoyée par les éditions Charleston. Mais regardez-moi ça comme c'est beau! C'est beau. C'est vraiment un très beau livre et j'attends un peu avant de le lire parce que comme je vous le disais, je suis pas forcément dans ma phase fantasy et ça c'est de la fantasy adulte qui a l'air quand même assez dense, assez poussée et j'attends d'être dans le bon mood du coup pour la lire. Je vous lis le résumé, mais je crois que je vous l'avais déjà lu, non? Je sais pas pourquoi, là aussi ça me dit quelque chose. Je perds la tête, ça y est. En gros c'est l'histoire de Desdemone qui a toujours suscité l'admiration des hommes de l'île de Saylock, sauf qu'elle est abandonnée par le mec qui l'a mis en cloque et quand elle accouche, elle meurt. Super. Et dans son dernier souffle, elle va lancer une malédiction du coup sur l'île qui fait que, en fait, en gros, elle maudit l'île pour qu'il n'y ait plus aucune fille qui naisse sur cette île. Ce qui est tout de suite compliqué quand on a besoin, tu vois, de
de perpétuer la race, on va dire, hein, forcément. Du coup, condamnés à vivre sur des terres maudites, les habitants de l'île s'en remettent au gardien du temple pour élire le nouveau roi qui les guidera en ces temps de chaos et d'obscurité. Mais lorsque Banrout, qui est donc le connard qui a abandonné Desdemone à son sort, là, enceinte et tout, il présente 7 ans plus tard son nouveau-né au temple, il devient le parfait candidat au trône car il est le repère d'une fille, la première-née depuis la terrible malédiction, et donc le potentiel salut d'une île tout entière. Je pense que ça va être hyper badass et je crois que j'ai jamais lu de roman d'Amy Harmon, mais ce sera l'occasion de découvrir ça. J'en entends beaucoup de bien à la fois de cette autrice et les premiers retours qu'il y a sur ce livre sont vraiment très bons, donc curieuse de découvrir ça. Les éditions Bayard et Page Turner m'ont envoyé Red Tears de Eleonora Gagero qui vient de sortir ou qui sera sorti je pense au moment où cette vidéo est disponible. Je vous lis le résumé. Dès l'arrivée du lunatique Kai à l'université, Jules est inexplicablement perturbée par le nouveau. Mais son monde bascule lorsqu'elle se fait attaquer par des ombres démoniaques et que Kai révèle d'étranges pouvoirs pour la sauver. Obligée de fuir avec son mystérieux protecteur, Jules rencontre Vic, le frère aîné de Kai. Malgré leur passé trouble, les deux frères semblent prêts à tout pour l'aider. Jules n'a d'autre choix que de leur faire confiance sans savoir quelles sont vraiment leurs intentions, ni pourquoi elle est si importante à leurs yeux. Je ne sais pas si c'est un one-shot, je ne sais pas si ça va pas être méga cliché, bien Twilight vibe, tu vois, avec le petit triangle amoureux qu'on voit venir à des kilomètres, mais c'est pas grave, j'ai envie de tenter. C'est pas un livre très gros, hein, il fait 300 pages, donc hâte de découvrir ça et un grand merci aux éditions Bayard pour l'envoi. Les éditions Michel Lafon m'ont envoyé La Loi du Roi Aurore, qui est donc le deuxième tome dans la saga Les Artefacts d'Ouranos. Je vais pas vous lire le résumé déjà parce qu'il n'en dit rien du tout et parce que ça spoilerait vu que c'est un tome 2. Mais le premier tome, rappelez-vous, c'était l'histoire de Laure qui était emprisonnée pour une raison assez obscure, qui se retrouvait tirée de prison par un mystérieux personnage qui l'emmenait dans un autre pays où elle était en compétition pour devenir la reine soleil, enfin la reine du royaume du soleil. Et en fait, ça se passait pas tout à fait comme prévu. J'avais trouvé le premier tome hyper intéressant, mais très très introductif. Donc vous vous doutez bien que je suis curieuse et impatiente de retrouver l'univers et les personnages dans celui-ci parce que je pense qu'il y a du potentiel, oui. Ensuite, j'ai reçu 2 romans auto-édités de Élise Sardan qui m'a gentiment envoyé ces 2 livres. Alors, c'est 2 styles totalement différents. Incompatible, c'est une dystopie. Le résumé dit 158 ans après une guerre chimique qui a presque décimé la population humaine, un système de test génétique qui garantit la stabilité de la société. Mais lorsque Rosalie est déclarée incompatible, elle rejoint une caste méprisée et découvre l'envers du monde qui se veut idéal. À quoi servent vraiment les pilules ingérées quotidiennement par les conformes? Pourquoi les optimisés vivent-ils dans le luxe et la liberté pendant que le peuple est soumis à des règles strictes? Les rebelles sont-ils aussi stupides et sanguinaires que le gouvernement aimerait le faire croire? Rosalie devra se confronter à des vérités difficiles et faire des choix qui changeront sa vie à jamais, au risque de perdre bien plus que ce qu'elle aurait pu imaginer. C'est totalement ma came et je vois que le livre est à 12,90 € alors qu'il fait 500 pages. Franchement, on se fout pas de notre gueule. Et ça m'envoie des vibes dystopie à la Divergente et j'ai trop hâte de le lire. Et le deuxième du coup qu'elle m'a envoyé, c'est aussi un livre auto-édité et ça s'appelle Les pépins de pommes, largués, virés et jetlagués. C'est plutôt un petit feel good puisque c'est l'histoire de Pomme qui a 28 ans, a un bel appartement, un emploi stable et un futur mari idéal. Mais si elle pense contrôler sa vie, le destin lui a d'autres plans. Du jour au lendemain, elle perd son job et son fiancé, mais gagne un voyage en Thaïlande. Tout son train-train déraille et la voici propulsée seule au bout du monde. Pomme doit s'adapter pour survivre dans cet univers rempli d'imprévus, d'inconnus et de bêtes féroces. Ce séjour impromptu bouleversera son existence et remettra en question ses envies et ses besoins les plus profonds. Arrivera-t-elle à dépasser les limites qu'elle s'est imposées au fil des ans et à se laisser emporter dans une nouvelle vie? Écoutez, j'ai trop hâte de découvrir ça, je pense que c'est un roman hyper léger et trop mignon, parfait pour l'été. Je vous mettrai bien évidemment le lien vers le compte de l'autrice, enfin le compte vers son site internet dans la barre de description si ça vous intéresse. Moi je les lis très vite et je vous en reparle très vite aussi. Mais déjà Élise, merci pour ta confiance, merci pour cet envoi, j'ai trop hâte de découvrir ton style. Les éditions Addictive m'ont envoyé Jeu Insolent, qui est donc le deuxième tome de Jeu Imprudent. Non, c'est pas interdit, c'est ça. C'est Jeu Interdit, Jeu Insolent, et après je crois qu'il y en a un qui s'appelle Jeu Imprudent. Et la dernière fois je vous avais demandé du coup si Jeu Interdit et Jeu Insolent étaient sur les mêmes personnages. Vous m'avez répondu que oui, donc j'attendais d'avoir celui-ci pour lire Jeu Interdit. Apparemment c'est sur les mêmes personnages, il y a juste un écart temporel entre les 2 tomes, mais apparemment quand tu finis le 1, t'as trop envie d'enchaîner avec le 2. Donc maintenant, je vais pouvoir enchaîner. Et il paraît que les autres tomes ne sont pas tout à fait sur les mêmes personnages, c'est plutôt des tomes compagnons. Donc c'est parfait, je vais pouvoir lire ces 2-là. Et je verrai après si je continue. Mais bon, je fais plutôt confiance et Maghrine en général, ça me plaît, ça m'embarque, ça m'emporte. Donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas cette saga. Je vous lis pas le résumé, hein, bien évidemment, mais sachez juste que ça parle de Tristan et de Liv. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sans spoiler. Et puis moi-même, je vais pas lire le tome 2, enfin le résumé du tome 2, parce que j'ai pas lu le 1. Et voilà, c'est tout pour ces services de presse. Passons maintenant aux achats. Vous n'êtes pas prêts. Personne n'est prêt pour ça. Parce que ça, c'est une partie de mes achats.
C'est juste une partie. Mais c'est les achats que j'ai faits et que j'ai déjà lus ou que j'ai lus dans la foulée. Parce que par exemple, vous allez comprendre. Vous voyez, vous voyez, j'ai acheté ces 3 poches. Bon, déjà, c'est des poches. Ça compte pas trop. En plus, je précise, tout le monde s'en fout, mais c'est des achats, mais en fait, j'achète avec des cartes cadeaux que j'ai chez Cultura, donc c'est pas vraiment des achats. Ça, c'est pour mon banquier, s'il passe par là. Pas de panique, mon gros, ça va bien se passer. J'espère qu'il passe pas par là, du coup, parce que je viens de laper mon gros, mais bref. Donc, j'ai craqué pour, en fait, les rééditions de Graceling, Fire et Bitter Blue de Christine Cachor, puisque c'est des romans de fantasy que j'avais lus quand j'étais ado et que j'avais surkiffé. Sauf que moi, les couvertures que j'avais, elles étaient hyper moches, alors que celles-ci sont hyper belles. Donc c'est une saga, ça se passe dans le même univers, et je crois qu'on est censé lire Fire, Graceling et après Bitter Blue. Et grosso modo, c'est dans un monde où les Graceling, en fait, c'est des personnes qui ont des pouvoirs. Et du coup, là, on suit une Graceling, là, on suit une Graceling, et là, on suit une princesse qui essaye de diriger son royaume dans toute la merde que ça peut créer, ces personnes avec des pouvoirs. Je sais que je le résume hyper mal. Je vais peut-être vous lire le résumé quand même de Graceling, parce que c'était mon préféré. Le livre était incroyable. Dans les 7 royaumes, on les appelle les Graceling, des êtres rares dotés de pouvoirs incroyables. Katsa, elle, peut tuer un homme à main nue, et son oncle, le roi des Midlands, l'oblige à assassiner pour son compte. Elle ne se reconnaît pas dans le rôle qui est devenu le sien, mais sa rencontre avec l'énigmatique Prince Po, un autre Graceling, va changer le cours de son existence. J'avais kiffé les personnages, l'univers, le style d'écriture, tout était absolument incroyable. C'est de la fantasy adulte, mais c'est un peu sombre parfois parce que voilà, c'est une assassin, mais il n'y a rien de non plus trop sombre ou trop gore. Et franchement, foncez, c'est incroyable. Après, c'est pareil, j'ai acheté celui-ci, donc bien évidemment la version reliée, magnifique, sublime de Love Theoretically. Je l'avais déjà lu, puisque je l'avais lu en anglais, donc ok, je l'ai 2 fois. C'est pas grave, c'est pour ma collection. Je suis trop fan de Ali Hazelwood de toute manière. C'était prévu, voilà, c'est dit. Je suis obligée d'avoir la collection de ces livres, ils sont juste trop beaux. C'est quand même assez rare qu'en français, on ait des éditions collector qui sortent tout de suite, qu'ils n'ont pas en Angleterre. Enfin en Angleterre, en anglophone quoi. Ça n'avait aucun sens ce que je vous dis. C'est pas grave, on enchaîne, je vous avoue que ça fait un moment que je tourne, je commence à fatiguer. Mais grosso modo, ouais voilà, j'ai craqué, c'est comme ça. Mais ça n'encombre pas ma palle puisque du coup, je les avais déjà lus. Pareil, j'ai craqué pour la saga Briar University parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'avais besoin de hockey, tu vois. J'avais besoin d'avoir un peu de joueurs de hockey sexy dans ma vie. Et puis là, vu que moi j'ai surkiffé Off Campus, et bien je me suis dit que c'était le moment de continuer puisque Briar University, c'est la série compagnon, on va dire. C'est dans la même université, on revoit certains personnages, on suit des personnages qui ont été introduits dans la saga d'avant, mais c'est un nouveau cycle. Je vais pas vous faire le résumé de chacun des tomes. Grosso modo, c'est toujours un joueur de hockey, une meuf, une histoire d'amour. Bien compliqué, bien cliché, bien du smut gênant, mais incroyable. J'ai surkiffé, je vous jure, j'ai surkiffé. Alors ça ne détrône pas Off Campus dans mon cœur, et personne ne pourra jamais détrôner Gareth, mais je dois avouer qu'on m'avait énormément parlé de Jake, et effectivement je comprends l'engouement. Mais en vrai, de manière générale, les 4 protagonistes étaient quand même hyper attachants. Les 4 héroïnes étaient hyper badass, je les ai surkiffées. Enfin, hyper badass, c'est pas forcément le mot d'ailleurs. Elles étaient hyper inspirantes, elles étaient hyper attachantes. J'ai vraiment aimé les relations, franchement, j'aime trop. Et là, du coup, j'ai trop envie de lire la saga qu'elle a commencé à écrire, cette autrice. Je sais plus comment ça s'appelle, quelque chose d'aéré ou journal de je ne sais pas quoi là, qui se passe du coup après encore ça et après Off Campus, et qui suit certains enfants de nos couples préférés. Le premier s'appelle comment déjà? The Graham Effect, je crois. Il est sorti que en anglais pour l'instant et je suis à 2 doigts de craquer et de me l'acheter en anglais. On verra, mais en tout cas, ça m'a fait trop du bien de retrouver le style de cette autrice qui, franchement, n'a rien de foufou, hein, mais justement, c'est sans prise de tête. Les personnages sont attachants. Bref, vous avez compris, j'ai kiffé quoi. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors après, j'ai acheté ça, hein, Un royaume d'étoiles et d'ombre de Holly Reni, je ne sais pas, qui est sorti aux éditions Milady. J'ai craqué sur la couverture, c'est une romantaisie. J'ai craqué aussi parce que la dernière romantaisie que j'ai lue chez Milady, c'était La balade funèbre d'Art et Merci, qui a été un énorme coup de cœur. Je me suis dit, on va leur faire confiance. J'aurais pas dû parce que j'ai pas vraiment accroché. Alors le livre est magnifique, hein, ça y a aucun souci. En fait, c'est l'histoire de Hadara qui est née marquée des étoiles, c'est-à-dire qu'elle est née avec des traces qui la désignent comme étant porteuse d'une magie. Et cette magie, les failles en ont besoin pour amplifier leur propre pouvoir et donc protéger leur royaume. Du coup, elle, depuis qu'elle est toute petite, elle sait qu'elle est promise à l'héritier
l'héritier du royaume, donc un prince faé. Et quand vient l'heure de le rejoindre, eh bien ça se passe pas vraiment comme prévu, parce que bah, du coup elle est pas contente, Bichette, qu'on lui vole son avenir et tout. En plus ils sont un peu chelous, et encore plus embêtant, elle est quand même très attirée par le frère du prince, c'est pas totalement autorisé quand même. L'univers est intéressant, il m'a énormément fait penser à celui de un pacte avec le prince faé, une danse avec le roi elfe, ou je sais plus ce que c'est là déjà, que j'avais beaucoup aimé aussi, mais il y a vraiment des choses qui sont extrêmement similaires, comme le côté enlever une humaine qui va alimenter le pouvoir pour protéger le royaume. Enfin, il y a des choses, c'était quand même très très similaire, mais c'était intéressant, c'était agréable de se plonger dedans. Le style d'écriture est assez sympa, par contre vraiment la romance, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce qu'en fait, ils se voient et on dirait qu'ils sont in love. Et 10 pages après, il commence à lui dire des choses très salaces qui ne m'ont pas beaucoup plu. Et puis bah, ça ken dans les couloirs. Enfin, je sais pas, j'ai pas tout compris, je vous avoue, j'étais un peu en mode ok. Donc pas vraiment convaincue, c'est un premier tome, je suis pas sûre de lire la suite. Je pense que ça plaira à certains, hein, ça y a aucun souci, mais sachant qu'en plus j'ai lu beaucoup de romans ce mois-ci, j'ai pu comparer avec les autres que j'ai lus et clairement c'est pas ma préf quoi. Ça arrive, encore une fois, on peut pas tout aimer. J'ai aussi acheté The Rulebook de Sarah Adams, qui est en fait un tome compagnon de Cheat Sheet, qui vient de sortir en français aux éditions J'ai lu, puisque dans Cheat Sheet, c'est pas facile à dire, on suivait Nathan qui était un peu le joueur phare d'une équipe de baseball, pas du tout, de football américain, et là on suit un de ses coéquipiers qui va retrouver sa petite amie de la fac. Ils étaient red in love, ils étaient prêts en fait à passer leur vie ensemble et puis ils se sont séparés, on sait pas très bien pourquoi, eux-mêmes ne savent pas très bien pourquoi d'ailleurs, mais en gros la meuf lui a brisé le cœur et là il est obligé de travailler avec elle parce qu'elle est son nouvel agent tu sais, pour la pub et tout, tu vois. Donc au début c'est un peu tendu et puis bah, bien évidemment au fil des rapprochements, ils vont communiquer, ils vont faire plus que communiquer, même si le smut n'est pas omniprésent dans celui-ci, donc c'est assez agréable. La relation était très mignonne, après comme Cheat Sheet, j'ai trouvé que c'était mignon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais écoutez ça fait le taf, c'est une romance très très chou, c'est drôle, pareil les personnages secondaires là, tout leur petit groupe est très mignon aussi. Il y a le côté sport, moi j'aime toujours quand il y a des sportifs, donc c'était sympa. Et le dernier achat que j'ai aussi lu ce mois-ci, oh non, j'ai cru qu'il y avait une tache. Non, c'est bon. C'est Wild Love, qui est le premier tome dans la saga Rose Hill Series, et c'est du coup la nouvelle saga de Elsie Silver, qui a évidemment écrit, rappelez-vous, c'est Pépite. Et en fait, ce qui est trop bien, mais alors attention parce que là c'est moi qui vais fangirler. En gros, ça se passe dans un village, et ça se passe dans un autre village, mais des moments dans celui-ci, on parle de celui-ci, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est incroyable. Elle fait des liens en fait entre ces sagas et entre les villages dans lesquels ils vivent. Vous voyez, il y a une petite carte, et là, du coup, c'est le village de sa première saga, là, c'est le village de sa deuxième saga, enfin, vous voyez, bref, je sais pas pourquoi je m'excite comme ça, c'est pas non plus hyper novateur, mais j'ai trouvé ça trop cool. Et en fait, celui-ci, le protagoniste masculin, c'est le frère de l'héroïne de Heartless. Donc il y a aussi des petits liens comme ça, j'adore, on a des petits aperçus, j'adore encore plus. C'est l'histoire de Ford qui vient d'être élu le milliardaire le plus sexy, parce qu'il a un business qui fonctionne trop bien, et il est trop canon. Sauf que lui, en fait, il s'en bat les steaks, il est plutôt renfermé, il est plutôt introverti, et tout ce qu'il veut, c'est lancer son label de musique, et donc retaper un studio. Et pour ça, il va s'exiler à Rose Hill où il passait ses vacances. Donc il va retrouver son meilleur ami, voilà. Et il va surtout retrouver la sœur de son meilleur ami, la petite sœur de son meilleur ami, sur laquelle il avait un énorme crush, mais qui bien évidemment est inaccessible puisque c'est la sœur de son meilleur ami. Elle de son côté, elle s'appelle Rosie, et elle est à un moment de sa vie où ça se passe pas très bien, et du coup retrouver Ford, ça fait remonter des choses, on va dire, et c'était trop mignon. Je vous jure, c'était trop mignon. Ah oui, j'ai pas précisé, mais Ford, il découvre qu'il a une fille. Enfin, je vous dis ça comme ça en mode, tu sais, il ouvre une porte, boum, il y a sa fille derrière, il le savait pas, mais il y a une histoire autour de ça. Mais du coup, c'est un père célibataire, et toute la saga apparemment que l'autrice écrit, ça va être que sur des pères célibataires. Et là, on en a déjà rencontré certains. Ça promet, je vous jure, ça promet, ça va envoyer du lourd. J'ai trop hâte que la suite sorte. Je crois que ça sort en septembre aussi, donc je vais me jeter dessus. J'aime toujours autant son style d'écriture, j'aime toujours sa manière de créer les personnages. J'ai kiffé, et en plus je me dis que j'avais aimé Flawless mais sans plus, mais que le reste de la saga du coup a été incroyable, et je me dis si ça fait pareil pour celui-ci, alors que j'ai déjà kiffé celui-ci, qu'est-ce que ça va être par la suite? Je suis curieuse de voir ça, et j'ai trop hâte de continuer à lire des romans de cette autrice. D'ailleurs, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, il y a des rééditions de sa toute première série qui sortent bientôt, attendez-vous à les voir dans un prochain book haul. C'est sûr et certain. J'ai l'impression que mon portable a bougé là, il est en train de me dire c'est bon, j'en ai marre, arrête de parler. Mais on a bientôt fini, c'est promis. Et ça du coup c'est les autres livres que je me suis achetés ce mois-ci et que j'ai pas encore lus.
c'est que des livres en anglais les gars, c'est que des livres en anglais, donc si vous ne lisez pas en anglais, vous allez quitter la vidéo maintenant, c'est génial. Mais je vais passer un peu vite du coup. J'ai acheté Seven Summers de Paige Toon, j'ai pas d'excuses, le résumé avait l'air cool, en gros c'est une histoire d'amour où ils sont tout le temps... Attends, c'est quoi déjà? J'ai déjà oublié. Ah oui, c'est ça, en gros, ils passaient leurs vacances ensemble, Liv et Finn, et ils s'étaient promis de chaque année revenir, etc., etc. Mais cette année, elle rencontre quelqu'un d'autre, et du coup, ça va bouleverser leur alchimie. Je sais pas vous le résumer, je l'ai pas lu, et en plus, j'arrive même pas à souvenir pourquoi je l'ai acheté, et c'était un achat totalement impulsif, juste parce que la couverture était trop jolie, et que ça envoyait des petites vibes summer reading, et ça m'a un peu rappelé les livres de Carly Fortune du coup, Meet Me at the Lake, Every Summer After, donc je me suis dit on va tenter, vraiment faut me confisquer ma CD, il n'y a pas d'autre solution. Je me suis aussi pris Somewhere in the Sunset de Estelle Mascam, qui est bien évidemment celle qui a écrit 10 milli. Et là, c'est une romance adulte, donc je pense que c'est un petit peu plus spicy. C'est l'histoire de deux personnages qui n'ont absolument rien en commun, sauf le fait qu'ils ont le cœur brisé. C'est leur rencontre et leur relation, on va vous en dire plus. Je suis si faible. Et après, bon bah là, c'est pas vraiment une surprise, mais je me suis pris du coup les 4 premiers tomes de la saga Kings of Sin de Anna Wang, qui est celle qui a écrit la saga Twisted, bien évidemment. Rappelez-vous, la saga Twisted, c'est des red flags ambulants, c'est beaucoup trop de smut, c'est beaucoup trop de macho, et pourtant j'ai kiffé. Donc je me dis que lire en anglais, peut-être ça atténuera le côté smut gênant, et je pourrais quand même apprécier les personnages masculins qui en font beaucoup trop, et qui sont des red flags ambulants. Je ne sais pas, écoutez, on verra. Mais les premiers retours sur la saga sont absolument incroyables, donc j'ai hâte de découvrir ça. Le premier tome s'appelle King of Wrath. Le deuxième s'appelle King of Pride, le troisième s'appelle King of Greed, et le quatrième s'appelle King of Slut. Et du coup, c'est une saga qui va se concentrer bien évidemment sur les péchés capitaux, et il y aura normalement 7 tomes. Et je crois que le premier, c'est sur un personnage qu'on a déjà vu du coup dans Twisted Lies, donc j'ai hâte de retrouver ça, d'en apprendre plus et tout et tout. De toute façon, je vais pas faire semblant, j'ai trop hâte de continuer à lire de la romance. Je pense que le mois prochain, on va encore partir sur un bilan avec beaucoup de romance, parce que vu que j'en ai acheté plein, j'ai envie d'en lire plein, donc je vais en lire plein. Voilà, c'est comme ça. J'ai aussi acheté The Fine Print de Lorraine Asher, je l'ai pris en VO alors que lui il est sorti en VF, mais toujours dans cette optique d'être un peu moins gênée par le smut. Je me dis qu'il y a la barrière de la langue, t'as vu? Et en plus regardez comme il est joli. Les en-têtes de chapitre sont très sympas, j'en ai passé une déjà, attendez. Hop. Ah oh bref, The Fine Print, c'est l'histoire de Rowan qui est promoteur, je pense. En gros, il fait des trucs de ouf, genre des parcs à thème, des hôtels hyper classe et tout. Et il va embaucher Zara qui, elle, je sais pas ce qu'elle fait d'ailleurs dans la vie, mais écoutez, c'est leur rapprochement un peu forcé, un peu inattendu, et j'imagine leur histoire d'amour, hein. Je sais pas, je vous avoue, je sais pas pourquoi j'ai craqué aussi. Bon, je l'ai acheté en anglais parce qu'il était moins cher en anglais, et parce que du coup, comme je vous disais, j'espère que le smut sera moins gênant. Mais je vois des bons avis en fait sur cette saga, et surtout je vois que les gens ont aimé le tome 1, aimé le tome 2, mais surkiffé le tome 3, donc je me dis, on va y aller. On va aller jusqu'au tome 3, donc on va déjà lire le 1, bien évidemment. Mais hâte de voir ce que ça va donner, et je trouve la couverture très très jolie. Pire en pire mes arguments. Et enfin, j'ai acheté Powerless, qui est aussi en anglais, c'est de Lauren Robert, et là, j'accuse TikTok. Clairement, j'accuse TikTok. C'est une romantaisie, et bon, il est super beau, hein. C'est une romantaisie qui fait énormément parler d'elle sur TikTok, et voilà, c'est tout. Enfin, moi j'ai vu des extraits, la relation elle a l'air juste oufissime, et voilà, c'est tout. C'est les pires arguments qu'on n'a jamais entendus, mais de toute notre vie là. J'ai vraiment trop craqué. Attendez, j'ai acheté combien de livres ce mois-ci? J'ai acheté 22 livres. Non mais attends, c'est pas possible. 22 livres? Punaise, ouais, 22 livres. Va falloir se calmer là en fait, Marie. On le dit chaque mois, mais là va vraiment falloir se calmer. Bref, on va arrêter de ressasser ça parce que là je commence à me sentir mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, si vous en avez lu un et auquel cas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez reçu, ce que vous avez acheté, bref, à papoter en commentaire comme d'habitude. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre cette fois-ci? Franchement, mettez des trucs qui font un peu violents, genre des coups de poing... des explosions, des trucs comme ça, parce qu'en fait c'est la violence qu'il faudrait témoigner à mon encontre pour que j'arrête de claquer mon salaire dans des livres. Mettez des coups de poing par exemple pour montrer les coups de poing qu'il faudrait mettre quand je dis oh là là ça a l'air bien ça. Genre si vous mettez des emojis coups de poing, ça symbolisera les coups de poing que des gens devraient me mettre à chaque fois que je passe en caisse ou que j'essaye de passer en caisse. Genre peut-être mes collègues, je devrais leur dire quand vous me voyez passer en caisse, refusez de m'encaisser. Refusez, mais en même temps si on fait ça, le chiffre du magasin il va baisser parce que moi toute seule je fais tourner la librairie, tu sais. Mais bon bref, c'est encore un autre sujet. Mettez des emojis genre coup de poing, coup de pied, explosion, des trucs qui symbolisent la violence que je mérite pour ces craquages qui ne sont absolument pas justifiés. Enfin pas justifiés.
Oui, c'est ça mon problème, c'est qu'à chaque fois je trouve une bonne raison. Genre en ce moment j'ai quand même pas mal de problèmes perso, j'ai beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes qui me pèsent et du coup à chaque fois je me dis un petit livre, allez, un petit livre. Sauf qu'un petit livre plus un petit livre, et bah, ça fait des hauls de 22 bouquins, donc ça commence à faire beaucoup. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Petite information, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine puisque je serai en vacances. Et à un moment, j'ai cru que j'allais réussir à m'organiser suffisamment bien pour tourner une vidéo en avance et vous la poster quand je serai à l'étranger. Mais ce ne sera pas possible parce que j'ai quand même besoin de dormir et que j'ai plein d'autres choses à faire, vous n'êtes pas sans le savoir. Donc désolée, petite pause, je vous retrouve la semaine d'après. Et ce sera probablement un petit vlog de mes vacances puisque je pars une semaine à New York et j'ai trop hâte. Évidemment là aussi je vais craquer, c'est sûr et certain que je vais ramener des bouquins. Je vous laisserai découvrir ça dans mon vlog et dans mon prochain bilan et haul. Et en attendant je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!